viens d'écrire un livre sur l'énéagramme. C'est encore un livre sur l'énéagramme, diront Oui. tout à chacun. Mais toi, tu as une approche un peu spéciale, terriblement personnelle. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Bien sûr. Dans mon ouvrage La roue du hamster, je développe une théorie tout à fait inédite qui est centrée sur la recherche d'un sentiment de sécurité de base qui nous occupe tous à partir du moment où on se différencie, donc à partir du moment où on sort de la matrice. Donc je parle d'un conditionnement qui est à la fois universel et très très primaire. En fait, pour les personnes qui ne sauraient pas du tout ce que c'est, il y a 9 grandes structures de personnalité qui ont été recensées. Pour moi, ce que j'indique aussi, c'est qu'à partir du moment où on se différencie, donc où on devient un être différencié, non plus un être dans la matrice et dans la fusion, on a besoin d'utiliser un de ces 9 grands scénarios, de ce que j'appelle des méta-scénarios. On utilise empiriquement, on utilise ceux-là qui sont inscrits comme des archétypes en nous. Et le premier qui marche, c'est celui qu'on va utiliser compulsivement, progressivement, compulsivement, toute notre vie. Donc la première chose qui nous a procuré un sentiment de sécurité, on va le reproduire encore, encore et encore, jusqu'à partir complètement en désintégration. Et donc savoir que ça existe, ce conditionnement, le reconnaître, c'est déjà devenir un peu plus libre de nos destinées. Il n'y a pas qu'une seule manière, il y en a 9, et il y a aussi nos ailes qui vont compenser. Nous sommes tous des tricycles, en gros, sur le plan psychique, avec un axe, un vélo au milieu, et 2 ailes, c'est-à-dire l'énéagramme, ça va du 1 au 9. Si on est 1, on a une aile 2 et on a une aile 9. Et donc, en général, la plupart du temps, nous sommes ce tricycle avec nos 2 ailes qui sont les petits trous, et nous utilisons tout le temps la même petite roue en secours aussi. Donc, savoir nous souvenir qu'on en a 2, qu'on pourrait peut-être essayer celle qui est un peu maltraitée, pour nous remettre droit dans notre sillage, et puis aussi regarder qu'il y a 8 autres possibilités de gérer le défi d'être un être humain individué. Le souhait primordial, c'est vraiment ce désir de sécurité. C'est un besoin, c'est pas un désir. C'est pour ça que je parle d'archaïsme. Raconte-nous alors. Et ça, c'est nouveau, enfin, je veux dire... Ça n'est jamais enseigné comme tel, vraiment. On parle d'autre chose un peu plus accessoire. On parle de passion, on parle de plus grande peur. Moi, je dis qu'à partir du moment... Il faut bien comprendre ce que c'est que la psychologie du développement. C'est qu'au départ, quand on est créé, quand on s'incarne, on est dans la matrice à la fois physiologique et psychique. Et tous nos besoins et les besoins de notre mère, tout ça, ça fait un seul tout. On ne sait pas ce que c'est que devoir se battre pour avoir ses besoins, pour qu'ils soient procurés. À partir du moment où on s'arrache à cette matrice en naissant, on commence à se confronter à un monde de dualité. C'est présence-absence, c'est faim-satiété. C'est des choses très très basiques. Je parle d'archaïsme. C'est vraiment le premier conditionnement qu'on crée au moment où on essaie de combler ses premiers besoins vitaux. On va utiliser, on n'en est absolument pas conscient à cet âge-là, bien évidemment, mais on va utiliser il y a 9 possibilités de stratégie pour obtenir cette récompense-là. Donc, on parle souvent des conditionnements sociologiques, des conditionnements environnementaux, des périodes de l'histoire dans lesquelles on est, de tas de choses. Mais celui-là, il est propre, je dirais même, à tout être vivant. Et donc, ce sentiment de sécurité de base, qui est dans la première des dualités, qui est vie-mort, c'est quelque chose qu'on va très très rapidement chercher à combler, parce qu'on expérimente un monde de dualité.
C'est d'ailleurs ce dont je parle dans le dernier chapitre de La roue du hamster, que tu trouves si difficile, parce que j'en parle de manière très abstraite, effectivement. Mais vous inquiétez pas, je règle le problème des énéatypes bien avant. Et voilà, donc je parle du conditionnement le plus universel et le plus profond. Et donc, à ce moment où on devient une personne séparée, donc ce que Jung appelle un être individué, où on apprend à être un être individué, on va se saisir du premier de ces scénarios qui a marché. Et par marché, j'entends, qui nous a procuré de manière suffisante et rassurante un sentiment de sécurité. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à la fois, en tant que personne, on va chercher passionnément ce sentiment de sécurité pour retrouver un peu la paix qu'on avait quand on était dans la fusion maternelle. Et donc, ça va nous conditionner tous nos rapports aux autres, tous nos rapports au savoir et tout notre rapport à la vie et à la mort. Excusez du peu, il fallait bien qu'on s'en saisisse. Et donc, je transmets l'énéagramme sous cet angle radical. Je ne suis pas en train de dire... J'avais un ami qui s'appelait François De Witt, pour ne pas le nommer. Il me dit « Oh, mais tu vas rien m'apprendre. Moi, j'ai suivi des cours pendant des semaines, ça m'a coûté une fortune. On m'a dit que je ne pouvais pas être un 7 parce que j'étais fidèle à ma femme. Si Madame De Witt nous entend, tant mieux. » Et je dis « Mais c'est quoi cette histoire ?» Là, c'est une approche par symptôme. Et on n'a rien appris sur la personne. Je dis « C'est pas du tout ça. Tu peux très bien être fidèle à ta femme, mais être mu par l'énergie du 7 qui va toujours chercher une solution, un plan B, qui va essayer de rassembler le chaos du monde et ce qu'il en éprouve comme souffrance par la compréhension multidisciplinaire. » Et lui, c'était un polytechnicien qui s'était occupé, qui était un grand économiste aussi, et à la fin, qui est passé par plein d'autres disciplines qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, et qui a fini par écrire La preuve par l'âme, qui était une approche de la spiritualité. C'était bien un 7 qui veut embrasser le savoir par toutes les qui veut rien rater, pour essayer de mettre de l'ordre dans le monde par le mental. C'est ça la définition profonde. Alors, il s'avère que Don Giovanni est aussi un 7, mais pas parce qu'il a 36 000 femmes, par d'autres choses que j'explique dans mon ouvrage. Et une fois qu'on sait de quel type on est, en quoi ça peut nous être utile? Alors, ça nous est utile déjà, je vais te donner encore un exemple, d'identifier ce qui nous meut, parce que ce qui nous meut, c'est bien, on a tous besoin d'avoir une muse quelque part, et quelque part notre énéatype, c'est notre muse, notre source d'inspiration, notre façon de puiser des ressources. Mais quand on est complètement en monodiète, et c'est là que mon approche elle est aussi écologique, c'est-à-dire la psyché, je la conçois comme un écosystème. Et quand on est dans une culture, comment on dit, une culture spécialisée, on n'est pas du tout dans la biodiversité. Et quand on utilise tout le temps le même scénario, au bout de toute une vie, bien avant la fin, on commence à se cogner toujours dans les mêmes murs. C'est pour ça que c'est, pour moi, le remède majeur aux compulsions de répétition. Parce qu'on va vouloir absolument obtenir une certaine chose qui est notre sentiment de sécurité de base, en éloignant la façon dont on projette qu'elle nous éloigne le plus, qui est fausse toujours. Chacun, dans l'énéagramme, il y a 9 façons, il y a 9 choses, 9 peurs magistrales. Mais elles sont toutes fausses parce que quand on subit ça, on va directement dans le mur. Tout le paradoxe de l'énéagramme consiste à ce que notre plus grande angoisse, celle qui pour nous sécrète le plus d'insécurité, quand on va mettre toute la gomme pour éviter de rencontrer ce scénario-là, et qu'on va le faire compulsivement, frénétiquement, le paradoxe de l'énéagramme, c'est qu'on va justement activer cette peur. On va arriver au résultat du pire scénario pour nous. Donc, à partir du moment où on sait tout ça, on sait quelle est notre façon de nous mettre en sécurité, la meilleure, la plus opérationnelle, qu'on connaît notre plus grande frayeur, ce qu'on évite compulsivement,
toute notre vie, à partir du moment où on voit ça, déjà, on n'est quand même pas l'objet de cette compulsion, mais on est le spectateur de cette compulsion. Je te donne un exemple. Quand on est né à type 2, on ne survit et on pense qu'on ne survit et on ne se met en sécurité, soi-disant, que en s'occupant de combler les besoins de l'autre. C'est-à-dire qu'on est un aidant compulsif, on est très rapidement un sauveur, et souvent, donc, on est très intrusif vis-à-vis de l'autre. On est souvent amer et déçu parce qu'on dégage, on utilise une énergie absolument fantastique et des trésors de compassion, de finesse. On est des sauveurs professionnels, en fait. Et ce qu'on reçoit de l'autre, évidemment pas à la même aune. Et donc, ça finit, en général, les relations entre un d'eux et quelqu'un d'autre, ça finit dans l'amertume. Mais on est aussi très intrusif parce qu'on a tellement besoin que l'autre ait besoin de nous qu'on va créer des dépendances, qu'on va projeter des besoins chez l'autre qui sont chez nous en fait, et on va complètement foirer notre mission. On va être en rupture avec l'autre au lieu d'être en lien avec l'autre alors que c'est vital pour un deux. Mais quand un deux se rend compte que le besoin d'aider l'autre est un de ses besoins, alors que le deux, systématiquement, repousse ses propres besoins hors champ pour mettre les besoins de l'autre à la place, parce que ça, il peut gérer, mais les siens, il ne sait pas. Quand il reconnaît que aider l'autre, c'est répondre à un besoin, ben, il a fait un sacré progrès sur lui-même. C'est ça aussi le paradoxe de l'énéagramme. Odile, oui. Qui es-tu? Alors, je suis plein de choses, mais entre autres, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, je suis thérapeute, coach, consultante thérapeutique en fait. Et je souhaite vraiment avoir toute la panoplie pour m'adapter aux besoins de mes consultants. Et c'est pour ça que j'ai diversifié mes approches et mes savoirs pour être une espèce de guichet unique de l'aide à la personne en difficulté ou face à un souci dans sa vie ou en questionnement. Et donc j'ai étudié en grande partie à savoir psy, mais j'ai aussi étudié un peu la systémique, le coaching tel qu'il est transmis par l'École française de coaching, pas mal de choses différentes. J'ai fait aussi de l'aide d'accompagnement aux mourants dans le cadre de l'épidémie du sida dans les années 90. Voilà. Comment t'es arrivée à l'énéagramme? Je suis arrivée à l'énéagramme un peu par hasard et par opportunité. J'ai profité d'un moment où j'étais un peu à l'arrêt parce que j'avais subi un accident. Et ça faisait longtemps que l'association des termes énéagramme et coaching et thérapeute m'intriguait. Et donc j'ai répondu à ce questionnement en suivant en distanciel les enseignements de l'Institut français de l'énéagramme, il y a 12-13 ans de ça. Et j'ai assis, donc ça m'a passionnée, mais j'ai assis cet apprentissage sur des enseignements en psychothérapie que j'avais suivis, à savoir psy, que ça soit en psychologie du développement ou en psychopathologie. Et je m'en suis saisie avec un fond à la fois de connaissances sur la psychologie du développement et sur les psychopathologies. C'est ça qui fait la différence par rapport à des consultants qui s'occupent de l'énéagramme ou qui le transmettent de manière assez cryptée, assez compliquée, inatteignable et surtout pas assise sur la connaissance de la psyché. Et comme je voyais que l'énéagramme, qui a repris un petit peu de vent en poupe en France depuis, je dirais, une dizaine d'années, après avoir été largement ignoré, j'ai servi peu à peu de hotline, c'est-à-dire que je débriefais des patients qui avaient eu des consultations énéagramme et qui n'y comprenaient plus rien et qui étaient vraiment perturbés.
Et aussi des amis qui savaient que je faisais ça, qui m'ont dit bah, j'ai suivi ça en entreprise et franchement, j'ai l'impression de plus me connaître, ça me désarme. Et donc, à force de servir de hotline, je me suis rendu compte que, à mon sens, c'était très mal enseigné et que ça partait un peu comme une liste de symptômes, sans intérêt, sans dynamique en fait, de manière un peu statique. Voilà, t'es ça, 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 donc t'es là, et puis bonne soirée. Et pour moi, c'était dénaturer une clé de lecture de la psyché qui est presque sacrée à mes yeux, puisqu'elle remonte au XIVe ou XVe siècle, on ne sait pas trop, mais qui a été une découverte des mathématiciens soufis, et qui est très très éclairante pour se remettre dans des rails un petit peu sains, puisqu'il ne s'agit pas de quelque chose d'artificiel et de secondaire, il s'agit du plus profond de tous nos conditionnements. Si je comprends bien, l'énéagramme pour toi, c'est un autre outil qui vient conforter tous les autres pour offrir une gamme de... En fait, au début, je pensais ça, et maintenant, c'est vraiment mon fil à plomb, en fait. Je l'utilise parce que j'ai aussi des activités en entreprise. Je l'utilise dans toutes mes activités, tout ce que je rencontre dans une journée comme obstacle ou comme chose questionnante, comme situation un peu questionnante et dérangeante. J'utilise la lecture de l'énéagramme et ça me remet tout de suite dans un axe. Et en fait, je l'aborde comme une boussole de la psyché qui est extrêmement, extrêmement précieuse, que ça soit dans ma vie personnelle et ma vie de tous les jours, que ça soit dans mon accompagnement thérapeutique, bien évidemment. Super.